ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mardi 6 septembre 2022, toute l'actualité, c'est après ceci. Projet 145 territoires en République démocratique du Congo, les bureaux centrales de coordination a procédé au paiement des avances pour les travaux, une remise symbolique aux 41 agences retenues, éléments à suivre dans ce journal. Pénurie des carburants dans la ville de Kinshasa, difficile de s'approvisionner à la pompe. Les usagers de la route s'expriment, à suivre également au cours de ce journal. Bienvenue à tous. Pénurie de carburant en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa en paye cher. Difficile de s'approvisionner. Chauffeurs et motocyclistes se plaignent de la situation et attendent des explications du gouvernement. Regardez. Deuxième jour des pénuries des carburants dans la ville de Kinshasa, pénalisant ainsi les trafics des agents automobiles dans la ville. Motards, véhicules, tous s'alignent dans des stations d'approvisionnement de carburant. Il faudrait simplement pas s'aligner, mais aussi user de tout son talent de séducteur pour convaincre le pompiste de pouvoir vous vendre les carburants. Sur les quelques stations parcourues, plusieurs véhicules et motos passent du temps pour avoir les carburants. Certains affirment même avoir passé nuit sur place. Lançant un SOS au gouvernement, les chauffeurs espèrent un retour à la normale aussi vite que possible. Surtout que nous sommes dans une période de rentrée scolaire, il faudrait subvenir à plusieurs besoins en tant que père des familles. Il faudrait signaler que le gouvernement, à travers le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimou, informe à la population que cette pénurie est due à la baisse sensible des stocks et que le retour à la normale est envisagé au plus vite. Pré-COP 27 à Yangambi, on en parle, une conférence scientifique de haut niveau. La République démocratique du Congo, en partenariat avec l'Égypte, organise du 5 au 7 septembre le travaux préparatoires de la COP 27 qui réunit des scientifiques venus de différents coins du monde. F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, a mobilisé lundi 5 septembre pour l'amélioration de finances en vue d'amener la RDC à protéger ses forêts. Regardez. Monsieur le Premier ministre, la présence de plusieurs nations venues contribuer aux réflexions sur l'avenir des forêts de la RDC, du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète ici est une aubaine, est une opportunité à saisir pour la République démocratique du Congo. C'est grâce à cette tour à flux que le monde sait aujourd'hui que les forêts du bassin du Congo séquestrent à l'hectare plus de dioxyde de carbone que les forêts des autres bassins tropicaux. Dans l'actualité également, après la récente nomination dans les entreprises du portefeuille de l'État intervenue samedi 3 septembre dernier, l'attention monte dans les chefs de président cellulaires du parti présidentiel qui réclament une prise en compte à leur égard. Regardez. Patrick Toumba, président de la cellule UDPS Ouélé dans la commune de Makala, ces membres de l'organe de base du parti présidentiel montrent au créneau pour dénoncer les non prises en compte des membres de l'organe de base depuis que l'UDPS est au pouvoir. Mais depuis que l'UDPS est au pouvoir, à ta membre de mon côté, il y a organe de base à ça nommé quelque part. Même directeur à cabinet, même du cabinet, même c'est à ça. Mais il traîne à 2 mois pour comme en 2023. Et cette une motivation en 2018. La plupart des cellules de l'UDPS manquent de tout. Elles se débrouillent à leur manière pour fonctionner au moment où le parti est au pouvoir. Bon, nous avons un secrétaire général à l'organe de base. La seule porte d'entrée à l'UDPS, ce n'est pas la Ligue des jeunes, ce n'est pas la Ligue des femmes, et ce n'est non plus l'exécutif, mais c'est la cellule. Biso baselet tout ça ma casque le même national. Nous t'en contredit nga zaté même la statut. Biso baselet tout ça wana
Pour na kozo muta outil banda yé. Tu effacer au nom sur nango, tu pesier cacher des pestes, tu former, après tu présenter na l'autorité. Le te présenter na secrétaire général, tu présenter la président de la partie, pour banda ko nommer na différentes places. Ils ont tout ça moussa ma casse. Mais tous a abandonné. Tous a vraiment abandonné. Nous osons croire que ces cris d'alarme trouvera preneur dans le cadre du parti au pouvoir, afin que ceux qui ont contribué pour l'obtention de l'impérium soient pris en compte dans les prochaines nominations. Je l'ai annoncé au sommaire, paiement des avances pour le travaux du projet 145 territoires par la BSECO samedi dernier. Jean-Mabi Moulumba, directeur général du bureau central de coordination, a remis symboliquement le chèque aux 41 agences retenues dans les 9 provinces. Urbain Kabeï était présent. Le hall de la Gombe a servi de cadre ce week-end. La cérémonie de paiement des avances de démarrage des travaux aux agences locales d'exécution alléées pour le projet des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paiement fait par le BSECO, Bureau central de coordination, que dirige Jean-Mabi Moulumba en présence du conseiller principal en économie du chef de l'État, Marcelin Bilomba, et de Madame Ginette Mouteta Nzaou, Dirkaba du ministre des Finances. Ici, Jean-Mabi Moulumba a d'une façon symbolique remis des chèques aux 41 agences retenues dans les 9 provinces. Avant toute chose, je voudrais d'abord préciser que le BSECO avait adopté comme stratégie la promotion de la transparence, de la redevabilité et de la performance. Par transparence, en fait, nous avons recruté ces ONG sur base compétitive. Le BSECO avait publié un avis à manifestation d'intérêt au terme des évaluations des offres qui avaient été reçues. Dans le cadre de cet avis à manifestation d'intérêt, nous avons pu recruter 41 agences locales d'exécution qui a été jugée le plus performante. Ce projet est un exploit pour la population, a laissé entendre Mme Ginette Mouteta Nzaou. Je pense que cette initiative des PDL sur le territoire que le président de la République a initiée, je pense qu'au-delà des infrastructures et des services qui vont être fournis, je pense que c'est un espoir pour la population. Un espoir de voir enfin l'État s'occuper d'eux, surtout dans des contrées lointaines qui sont des petits de tout. C'est vraiment l'espoir de voir prendre en compte leurs préoccupations, leurs besoins. Et donc la signature d'aujourd'hui matérialise déjà une première étape de ce programme qui était théorique. Et puis il se matérialise par le fait que des ALE qui ont fait leur preuve sur le terrain, qui sont proches des populations, ont véritablement reçu déjà une avance de démarrage. Ça signifie le démarrage sur le terrain des travaux. Et donc pour nous, c'est vraiment un signe encourageant. De son côté, Marcelin Bilomba, content de la concrétisation de ce projet par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est dans une étape, je pourrais dire, de concrétisation du programme PDL 145 territoires, qui est un programme, je pourrais dire, très ambitieux, un programme du chef de l'État qui a pour but la réduction des inégalités sociales, la réduction des écarts entre la qualité de vie de ceux qui habitent, les Congolais qui habitent les milieux urbains, par rapport à ceux qui habitent les milieux ruraux. Et le but de ce programme 145 territoires, c'est pour montrer que tout Congolais, où qu'il soit, il a droit à la vie, il a droit à accéder aux infrastructures de base. Les responsables des agences locales d'exécution, très contents de la cérémonie de séjour, Jean-Louis Hassani de l'ONG Sadri de Lubumbashi, Sœur Elisabeth Gitoga de Caritas Idiofa et M. l'abbé Alphonse Nkongolo de Caritas Mbujimaï appellent la population à accompagner ce projet. Où nous devons construire notre province, notre pays. Et la joie que j'ai, c'est que je suis parmi, n'est-ce pas, ceux qui doivent contribuer à la construction de notre province et de notre pays à travers la structure que je dirige, la Caritas Développement. Rappelons que ce projet de développement de 145 territoires concerne toutes les 26 provinces de la RDC. Dans les registres éducation, le coup d'envoi pour l'année scolaire 2022-2023 a été donné lundi 5 septembre par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, au collège Saint-Joseph-Elikia de Kinshasa. Dans son intervention, le patron de l'EPST invite les enseignants à travailler pour l'excellence.
Paris gagné pour le ministre de l'EPST, Tony Mwabaka Zadi, grâce à son sens d'écoute aux réclamations des enseignants. La rentrée scolaire 2022-2023 a été effective le lundi 5 septembre 2022. Une première dans l'histoire du pays où l'on était habitué à assister à des mouvements de grève des enseignants. Pour cette nouvelle année scolaire, la cérémonie d'ouverture a eu lieu au collège Saint-Joseph Elikia dans la commune de la Gombe. Faut-il les rappeler? Cette ouverture a été précédée par les assises de la commission paritaire gouvernement banque syndicale, des syndicats de l'EPST qui se sont déroulés à Mouela-Lodge, dans le territoire de Madimba, province du Congo central. La tenue de la revue annuelle des performances nationales et l'organisation de la toute première table ronde des écoles privées agréées à Kinshasa. De ces faits, cette année scolaire est lancée sous le thème « Consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire » ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Tout n'est pas encore rose, mais grâce aux assises de la commission paritaire gouvernement banque syndicale, une feuille de route et un échéancier ont été élaborés prenant en compte toutes les résolutions non entièrement exécutées. C'est pourquoi le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwabaka Zadi invite tous les opérateurs pédagogiques de s'engager dans la recherche de l'excellence, comme le souhaite le chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans les Nord Kivu, à présent, une personne tuée et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans un affrontement ce mardi 6 septembre à Béniville entre la population et la MONUSCO dans la matinée. Regardez. Échauffourée entre la population et la MONUSCO à Béni, dans le Nord Kivu, ce mardi 6 septembre 2022, l'on enregistre plusieurs dégâts matériels et le décès d'un civil. Selon des sources locales, il s'agit d'un convoi de véhicules de la MONUSCO qui aurait forcé un passage au boulevard Nyamwisi. Après cet affrontement avec la population, ce convoi a réussi à s'effrayer un chemin pour se diriger à la base de Mavivi, située à une dizaine de kilomètres de Béniville. Les jeunes, en colère, ont brûlé de pneus et kiosques sur le boulevard Nyamwisi pendant que l'autorité urbaine appelle ces derniers au calme. Notons que cette situation a paralysé les activités au centre-ville durant plusieurs heures. D'une province à une autre, la situation du lycée Lubusha continue à préoccuper tant ses usagers que la population katangaise. C'est en ce sens qu'une délégation des élus de la province s'est rendue sur place pour constater les dangers que court ce patrimoine. Regardez. Ils ont effectué une descente au lycée Lubusha à Luisha. Eux, ce sont les députés katangais pour faire un constat sur le méfait de l'exploitation minière, sur ces bijoux non seulement architecturaux, mais aussi éducationnels. Sur terrain, à première vue, l'on peut voir les fissures sur les murs. Le lycée est fortement menacé de démolition par ceux qui convoitent le minerai qui régorge son sous-sol. Ces bâtiments subissent déjà les effets des explosions dues à la dynamite utilisée dans les mines qui l'environnent. Et l'on peut se dire qu'une exploitation souterraine serait déjà en marche, tenant compte des dégâts causés. La délégation venue sur place n'a pas manqué de mots. Nous avons écouté les cris de détresse de la population de Congolaises et de Congolais qui se plaignent pour ce qui se passe au niveau du lycée Lubusha. Ce bijou qui est en danger du fait de l'exploitation minière. Et nous savons que l'État congolais a besoin des finances. Il est certes vrai que nous avons besoin de finances pour développer les pays, mais il est aussi beaucoup plus vrai que l'État congolais a besoin des intelligences. Et les intelligences sont formées dans ces bijoux-là que nous avons visités aujourd'hui. Vous remarquerez vous-même qu'il y a eu des sommités, des grandes dames qui sont passées par cette école, qui se trouvent même être parmi les 3 premières de la République. Pour nous, la position que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de détruire ou de délocaliser le lycée Lubusha. Parce que nous savons que, quoi qu'il en soit, même dans l'histoire, ça sera toujours un site assez important pour le patrimoine congolais. Ayant pris 10 ans pour être construit, de 1940 à 1950, le lycée Lubusha a été inauguré en 1952. Aujourd'hui, il fait parler de lui au Katanga, mais aussi dans le pays tout entier, car il est désormais tiraillé entre les richesses minières et richesses intellectuelles. Toujours
province, la commune rurale de Benaleke, dans le territoire de Ndemba, désormais électrifiée. Une centrale qui produit des 174 kW avec un champ de 158 panneaux solaires, 450 watts chacun, 20 batteries, des onduleurs, ainsi qu'un générateur de 66 kVA alimente cette agglomération depuis le 10 juillet dernier. Regardez. Dans le cadre de l'accompagnement et matérialisation de la vision du chef de l'État, l'honorable Lukonosoa Dominique, élu national de Demba, a mis à profit ses vacances parlementaires pour lancer l'électrification de Benaleke grâce à la fondation qui porte son nom, avec les concours de l'entreprise belge Enersol, spécialisée dans la mise en place des centrales solaires. Il a fallu 10 jours pour que le technicien de Adir, qui travaille dans les secteurs de développement intégral en milieu rural, mette en œuvre la première phase du projet pour l'amélioration des conditions de vie de la population vivant dans cette partie de la province du Kasaï central sans électricité depuis des décennies. Vraiment remercier l'honorable Soa pour vraiment cet acte louable. Nous sommes très contents parce qu'on avait une difficulté énorme. On ne savait pas exploiter certains matériels qu'on avait à l'hôpital. Mais grâce à lui, actuellement l'échographie fonctionne 24 heures sur 24 heures. L'aspirateur au bloc qui nous permet donc d'aspirer quand on est en train de faire la chirurgie, ça fonctionne. On en avait, il y a certaines lampes sciatiques qu'on n'utilisait pas. Actuellement, on l'utilise grâce à lui. Vraiment, au nom de toute l'équipe de l'hôpital général de défense de Benaleke, nous disons sincèrement merci à l'honorable Lukonosoa et on vous dit de continuer à faire plus que ça. Avec cette électrification 24 heures sur 24, Benaleke se développe. Hôpital, maisons d'habitation, maisons commerciales, stations de radio sont éclairées, sans oublier les rues par des lampadaires de nouvelle génération. En procédant à l'électrification de Benaleke, l'honorable Lukonosoa Dominique réalise une de ses promesses faites à ses électeurs, celle de les servir au-delà de son rôle de législateur et aussi son apport au développement de leur milieu et amélioration des vies de ses électeurs afin de répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République. Tout Benaleke était dans la joie de voir cette lumière. Et pour finir avec ces sessions d'information, le procès de Jean-Marc Kabound s'est ouvert ce lundi 5 septembre à la Cour de cassation. La défense de ces derniers dit entamer les débuts des audiences avec un sentiment de désespoir, étant donné que ces préalables ne sont pas pris en compte par la Cour. Joint au téléphone par votre rédaction, Maître Emmanuel Kaaya nous explique. Nous avons présenté 2 préalables majeurs à la Cour de cassation pour ce qui concerne l'affaire ministère public contre l'honorable Jean-Marc Kabound. Le premier préalable a consisté à demander à la Cour de cassation de nous fournir les explications importantes pourquoi sa propre ordonnance qu'elle a rendue en chambre du Conseil le 12 août 2022, assignant l'honorable Jean-Marc Kabound à résidence surveillée parce qu'il est député. Et le deuxième préalable consistait à demander à la Cour de nous donner un délai maximum de 2 à 3 semaines pour permettre aux avocats qui viennent de différents cabinets de s'imprégner du dossier. Bon, pour ce qui est du premier préalable, le ministère public a déclaré avoir adressé une correspondance au ministère de l'Intérieur et des Centralisations pour disponibiliser les moyens permettant de louer un appartement où l'honorable Jean-Marc Kabound devra être assigné à résidence. Il se fait que jusqu'à aujourd'hui, au lieu de prendre la réquisition qui devra indiquer les lieux, qui devra préciser également le nombre de policiers, aucun devoir lui reconnu n'a été posé par le ministère public. Pour ce qui est de la remise sollicitée, il y a une raison fondamentale parce que nous avons trouvé au sein de pièces le procès verbal qui a été élaboré lors de l'instruction préjuridictionnelle par le ministère public, qui est pratiquement illisible du fait
de l'usage du papier carbone. Voilà. Il faut noter que la Cour n'a pas donné suite au premier préalable. Et au deuxième préalable, la Cour a jugé bon pour elle de nous accorder un délai d'une semaine et que donc l'audience suivante est prévue au 12 septembre. Merci. Et c'est avec cet élément qu'on met un terme avec cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Place au rappel de titre. Projet 145 territoires en République démocratique du Congo, le Bureau central de coordination a procédé au paiement des avances pour les travaux, une remise symbolique aux 41 agences retenues, élément que vous avez suivi au cours de ce journal. Pénurie des carburants dans la ville de Kinshasa, difficile de s'approvisionner à la pompe. Les usagers de la pompe se sont exprimés, élément que vous avez également suivi au cours de ce journal. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.